Olivier Faure, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes évidemment le premier secrétaire du Parti Socialiste et vous êtes au fond l'homme du jour puisque, vous l'avez dit, vous êtes vous-même prêt à relever le gant, comme on dit, à aller à Matignon, vous ou un autre socialiste. Vous nous le dites ce soir. Si Emmanuel Macron vous appelle, l'a-t-il d'ailleurs fait? Non. Non. Au moment où l'on se parle, vous avez fait acte de candidature, mais votre téléphone n'a pas sonné. Non. Non. Vous avez peut-être entendu Jean-Luc Mélenchon, je voudrais qu'on l'écoute, qui dit de vous que vous êtes, je cite, dans la continuité des politiques macronistes, ce qui justifie qu'ils ne vous soutiennent pas. Vous voulez déjà être Premier ministre, il veut être Premier ministre à peu près tout le temps, mais non, je ne le soutiendrai pas et je pense que personne ne le fera parce que il ne peut pas gouverner tout seul. Il sera obligé d'avoir des macronistes avec lui. Donc ils constitueront, ce qu'il y a en Allemagne et dans d'autres pays, une sorte de grande coalition. Pourquoi voulez-vous qu'on aille soutenir une chose pareille? Lui vient, il a déjà amputé le programme et il est dans la continuité des politiques macronistes. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, d'abord que c'est un mensonge. La réalité, c'est que je n'ai jamais parlé de coalition à l'allemande et que moi, je souhaite éviter toute forme de confusion. Je souhaite qu'il y ait un gouvernement de gauche et écologiste au gouvernement et qu'il y ait une assemblée qui est ce qu'elle est et dont nous respections les équilibres et que nous venions donc devant le Parlement présenter notre projet et puis ensuite on voit ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui passera et ce qui ne passera pas. Je souhaite en gros qu'on respecte la démocratie, qu'on respecte les Françaises et les Français qui ont voté il y a un an à peine. Et dont tout le monde pense que de toute façon s'ils devaient revoter, ils voteraient peu ou prou la même chose et nous serions dans une situation identique. Olivier donc, Faure, on faisons a ce qui existe. et refait les calculs ce soir. Un gouvernement avec les communistes, les écologistes, les socialistes, ça pèse 121 députés aujourd'hui à l'Assemblée. Ça ne m'a pas échappé. Est-ce que vous pouvez réellement revendiquer Matignon avec derrière vous 121 députés? Mais, excusez-moi, mais quel est en fait aujourd'hui celui ou celle qui irait à Matignon qui peut revendiquer une majorité absolue? Personne. Et donc la question n'est pas de savoir si quelqu'un a une majorité, personne ne l'a. En revanche, ce qui peut arriver, c'est qu'on ait des gens qui changent de méthode de gouvernement, qui n'acceptent, enfin, qui ne font pas semblant d'être majoritaires. Moi, je ne dis pas que je suis majoritaire. Je dis, je sais que nous serions un gouvernement minoritaire. Mais vous seriez la plus petite des majorités, de toutes celles possibles aujourd'hui. Mais pas la plus petite. Je ne sais pas comment compter. Il y a des gens qui peuvent... Tendriez-vous la main? C'est-à-dire pour élargir, effectivement, est-ce que vous pourriez tendre la main au bloc central, c'est-à-dire aux macronistes? Est-ce que vous pourriez même envisager de discuter avec certains LR, ceux qui n'ont pas soutenu François Bayrou ou qui ont même voté contre? Est-ce que vous seriez prêt à discuter aussi large que cela? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, personne ne peut dire ce sera tout mon programme, rien que mon programme. C'est impossible. Et donc, forcément, ce gouvernement-là serait obligé, amené à discuter avec les uns et les autres et de voir comment nous pouvons faire avancer ce pays, parce qu'on ne peut pas accepter l'idée que pendant l'année et demie qui vient, vous feriez ce que Jean-Luc Mélenchon dit? Mais pas du tout. C'est-à-dire que vous feriez une sorte de grande coalition? Je ferais exactement ce qu'il y a un an, quand le Mouvement populaire existait, eh bien, il y avait à ce moment-là un courrier qui était adressé au président de la République, par Lucie Castet à l'époque et tous les présidents de groupe, en disant « Nous savons que nous ne sommes pas majoritaires et donc nous chercherons des compromis texte par texte. » Il y a une petite différence, c'est qu'à l'époque, vous aviez tout de même les députés LFI avec vous. On a compris ce soir que ce ne serait plus le cas. Mais je mets au défi Jean-Luc Mélenchon de voter contre la taxe Zuckman. Je le mets au défi de voter contre la suspension de la réforme des retraites. Je le mets au défi de voter contre une augmentation du pouvoir d'achat pour les salariés qui ont en dessous de 1 120 €. Et vous le mettez au défi de vous censurer? Mais bien sûr. Vous n'y croyez pas. Vous pensez qu'une fois sur place, il ne pourrait pas appeler ses troupes à vous censurer? Comment voulez-vous aujourd'hui que les électeurs insoumis comprennent que Jean-Luc Mélenchon appellerait à censurer un gouvernement de gauche dans un moment où les femmes et les hommes de gauche espèrent précisément que les choses puissent changer? Bien sûr que nous ne ferons pas exactement tout ce que nous avions prévu de faire. C'est une évidence. Il y aura une échéance pour ça, c'est les présidentielles en 2027. Mais dans l'attente, il faudra bien que quelque chose se passe, que les Français ne soient pas en train de se dire mais c'est la grande déprime, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer. Olivier Faure, même avec les députés insoumis, vous vous exposez à une censure, parce qu'une censure peut très bien intervenir sans recours au 49.3, comme vous vous y êtes engagé. Et là, vous auriez devant vous un mur, Rassemblement National, Bloc Central et les LR. Donc vous seriez minoritaire. Chacun prend son risque.
Yves Tréhard. Et donc, moi, je suis prêt à ce que la gauche et les écologistes prennent le leur et qu'ils fassent la démonstration que dans les propositions qu'ils font, ils peuvent trouver des majorités d'idées et permettre d'avancer, parce que je crois que sur un certain nombre de sujets, nous pouvons avancer et qu'on n'est pas obligé de passer par une purge pour arriver à résoudre l'équation financière que nous avons devant nous. Vous venez d'évoquer la taxe Zuckman, la retraite à 62 ans. Sur ces deux points-là, je vais même aller plus loin. Vous n'auriez pas l'opposition, espérez-vous, de LFI, parce que vous dites qu'ils ne vont pas voter contre ces mesures qu'ils souhaitent. Vous auriez même peut-être l'approbation du RN. Est-ce que ça, vous l'accepteriez? Sur la retraite à 62 ans, par exemple, vous êtes d'accord? Mais regardez ce que font les Français et quelles sont leurs opinions sur ce sujet-là. Leur opinion, elle est ultra majoritaire. Leur opinion, elle est aussi soutenue par le RN. Mais vous pourriez me posez la question à moi, mais pourquoi vous ne posez pas la question sans inverse? Voix du RN. Mais vous venez de me dire à l'instant que je pourrais aussi être battu par les voix du RN. Donc le RN existe dans cet hémicycle. On ne peut pas faire autrement que de prendre ou de ne pas prendre les voix qui les accordent aux uns et aux autres. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, ce que je dis, c'est que vous êtes réaliste. Vous voulez être réaliste. Je me présenterai devant l'Assemblée avec la gauche et les écologistes en disant voilà ce que nous proposons. Ça vous va, vous prenez. Ça vous va pas, vous prenez pas. Vous l'avez pas proposé il y a un an. J'ai proposé il y a un an. Non, mais il y a un an, vous n'étiez pas vous-même aussi franchement et clairement candidat. Mais je suis candidat pour la gauche et les écologistes. Ça pourrait être un autre que moi. Je n'en fais pas une sorte personnelle. Je me souviens de ce psychodrame qui avait duré des semaines pour que vous essayiez de trouver un candidat, une candidate commun qui avait finalement. Ça avait duré trop longtemps, mais pas des semaines. Ça avait duré très longtemps et vous aviez duré une semaine et demie. Vous aviez fini par sortir le nom de Lucie Castet, qui n'est donc plus la candidate. Vous préférez carrément faire des choses. Ça n'est pas moi. L'article 8 de la Constitution est très clair. Il dit que c'est le président qui nomme le Premier ministre. Si on lui dit on veut un tel ou un tel, de toute façon, il choisit tout seul. On l'a fait l'an passé, ça n'a pas marché. Donc là, je ne lui dis pas prenez tel ou tel. Je lui dis c'est vous qui avez le choix de prendre au sein de la gauche et des écologistes un Premier ministre qui permette d'avancer. Alors attendez, juste pour être bien sûr de la méthode fort, si je puis dire. Voilà. Dans votre tête, le gouvernement que vous pourriez diriger, c'est un gouvernement avec uniquement des ministres de gauche, uniquement, on est d'accord? Communistes, socialistes, écologistes, et soutenu en fonction des textes par tel ou tel. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre parti, Jérôme Guedj, qui propose quelque chose d'un peu différent. Il dit, le président nomme un Premier ministre et ensuite on s'enferme quelques jours avec le bloc central à l'Assemblée et on essaie précisément de trouver une majorité sur tel texte ou tel texte. J'aime beaucoup cette logique de s'enfermer. On a l'impression qu'il faudrait vous enfermer pendant 10 jours enfin vous parliez. À l'Assemblée. Les conclaves, ça ne marche pas, vous l'avez remarqué. Donc vous n'y croyez pas, vous, à cette logique. Mais c'est pas ça, c'est que moi je ne veux pas être... marcher. Mais moi je ne veux pas être dans la coproduction d'un projet commun avec la Macronie ou avec la droite. Je pense que c'est le meilleur tapis rouge qu'on puisse dérouler sous les pieds de Marine Le Pen, qui vous dira, il viendra à votre micro et qui dira, écoutez, ces gens-là, c'est l'élite autoproclamée qui a décidé de faire dans le lot des Français une politique qui est celle du moins 10 ans, etc. Et donc, je suis la seule alternative. Moi, je ne souhaite pas cela. Je souhaite que nous puissions dire qu'il y a dans ce pays une gauche et des écologistes, et il y a une droite, et c'est parfaitement légitime d'être de droite, et je ne reprocherai jamais à quiconque ses opinions, mais simplement... Dans le débat parlementaire, nous pouvons trouver à certains moments des points de convergence. Quel est le programme? Et donc, quel est le programme? Taxe Zuckman, retraite à 62 ans. Quels sont les points que vous proposeriez de mettre sur la table? Nous, ce que nous proposons, c'est simple. Nous proposons un plan qui est un plan qui permet de ne pas mourir éguéri. Donc, nous considérons que la trajectoire proposée par François Bayrou est une mauvaise trajectoire. 44 milliards d'économies, c'est impossible. Vous proposez la moitié? On en fait la moitié. On en fait la moitié, et l'argent qu'on récolte, notamment grâce à la taxe Zuckman, la taxe sur les GAFAM, permet de trouver l'argent pour à la fois donc, permettre de réduire le déficit et en même temps d'opérer un plan de relance et de faire gagner du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français. Donc on a 27 milliards d'économies, on a la taxe Zuckman. Quoi d'autre? Et on a 6 milliards qu'on redonne immédiatement aux Français. Donc pour tous les Français qui nous écoutent et qui ce soir gagnent moins de 1 920 € net par mois, ils verront à la fin de l'année, par la baisse de la CSG, ils verront en réalité
leur pouvoir d'achat a augmenté entre 900 et 1500 euros. Ce qui est énorme pour des gens qui aujourd'hui ont tant de peine à financer la rentrée des classes, les vacances, offrir des loisirs à leurs enfants, faire en sorte que la vie soit plus belle qu'elle n'est aujourd'hui. Ça, c'est ce que nous pouvons proposer dès demain. Sur le budget de la sécurité sociale qui a été beaucoup débattu ces derniers jours, est-ce que vous reprendriez ce qui a été mis notamment par des décrets par François Bayrou sur les plus grandes difficultés à accéder à l'AME, sur la question des jours fériés, des jours de carence? Est-ce que sur ces points-là, qui faisaient partie de l'équation, vous êtes dedans ou vous mettez ça à la poubelle? Non, on peut passer autrement. Et donc, ce que nous cherchons à dire, c'est qu'il y a d'autres moyens de faire. Pour toutes celles et ceux qui, vous allez sur le site du PS, vous verrez que tout est documenté, chiffré, et que nous avons trouvé les moyens de faire en sorte que ce pays ne bascule pas dans un abîme de dette, mais en même temps, que ce ne soit pas les Français de la classe moyenne, des classes populaires qui en soient les victimes. Vous pourriez garder Éric Lombard comme ministre de l'économie si vous étiez Premier ministre? Je ne fais pas de casting, en fait, on n'en est pas là du tout. On est dans une précise situation... que c'est votre ami. Non, mais que c'est un homme qui vient de la gauche. Il y a de la gauche dans ce gouvernement. Éric Lombard, François Rebsamen, Juliette Méadel, voilà des gens avec qui vous pourriez créer une forme de continuité. Manuel Valls, qui un jour fut Premier ministre socialiste. Éric Lombard était coproducteur du budget que nous condamnons. Donc, ne cherchez pas à me faire dire... Il est contre les hausses d'impôts, Éric Lombard. Il est contre les hausses d'impôts, ça, vous verrez avec lui. Mais moi, je ne suis pas là pour le faire parler. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut de la clarté. Et il faut éviter toute forme de confusion. La confusion conduit forcément à l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'à un moment, quand on pense que c'est une affaire où la droite et la gauche, de toute façon, c'est du pareil au même, et bien dans ces cas-là, l'alternative, elle est uniquement portée par l'extrême droite. Et je ne veux à aucun prix de l'extrême droite au pouvoir. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut être clair. Et accepter le jeu de la démocratie parlementaire. Vous rappeliez aussi que c'est la décision du chef de l'État. À l'heure où nous parlons, vous n'avez pas eu de contact avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, les yeux dans les yeux, est-ce que des contacts existent avec d'autres des émissaires que le président de la République, entre vous et votre parti? Mais donc, vous entendez ce soir que, je ne sais pas, c'est une parole qui sonne dans le vide. Il veut aller vite. Dans quelle mesure vous espérez que votre candidature soit prise au sérieux par le président de la République, ne serait-ce que par élégance vis-à-vis du Premier ministre qui n'était pas encore démis de ses fonctions par le vote de confiance, je pense qu'il y avait quand même de décence à avoir et ne pouvait pas appeler qui que ce soit. Maintenant, c'est à lui, effectivement, parce que c'est lui qui est maintenant dos au mur. Qu'est-ce qu'il accepte? Est-ce qu'il accepte de prendre enfin ses pertes? Est-ce qu'il accepte de dire, oui, effectivement, j'ai perdu les élections législatives de l'an passé. Et donc, je dois accepter une cohabitation. Cohabitation qui, en réalité, a plutôt profité au président de la République précédent qui l'ont accepté. Et moi, je souhaite qu'il y ait une cohabitation d'un genre d'ailleurs assez nouveau, puisque c'est une cohabitation où les cohabitants ne sont même pas majoritaires. Donc il y a là matière à discussion et évidemment à faire avancer ce pays, parce que je ne veux pas qu'on prenne de retard dans tout ce qu'on a à redresser dans ce pays et dans l'espoir qu'il faut rendre aussi à ce pays. Il faut rallumer la lumière. C'est plus possible d'être dans cette espèce d'obscurité qu'on nous a Justement, Olivier Faure, dans une depuis seconde, il y aura des questions de français pour vous qui peuvent s'exprimer ce soir à travers le QR code. Très bien, mais pour rebondir sur ce que disait Marie Chantrey à l'instant, on comprend que vous, ce soir, vous y croyez encore. Vous dites, OK, Emmanuel Macron, demain matin, demain après-midi, va finir par m'appeler. Non, je ne crois en rien. Attendez, quand on interroge, quand le service politique de BFM TV interroge ses sources, notamment auprès d'Emmanuel Macron, les noms qui reviennent ce soir, on en a 2, 3, 4. Jamais le vôtre. Il n'y a pas Olivier Faure. Sébastien Lecornu, Catherine Vautrin, Éric Lombard, Xavier Bertrand, Gérald Darmanin, Pierre Moscovici, Yael Braun-Pivet. Absolument. Évidemment sous votre contrôle, Marie, puisque c'est votre service qui a recueilli ces noms. Pour l'instant, il n'y a aucune ouverture à gauche. Alors certes, le même service politique nous disait il y a quelques jours qu'Emmanuel Macron avait demandé à ses ministres, je cite, de travailler avec le Parti socialiste. Mais aucun lien ne se fait. Mais moi, aucun lien ne s'établit, visiblement. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il va faire. Je vous dis ce à quoi, effectivement, moi, je crois. Je crois que le président de la République, il est maintenant dos au mur. Et qu'il est dans une situation où, si, en fait, il repasse les mêmes plats en changeant simplement la salade, il va finir par se retrouver avec une censure et il sera obligé de dissoudre. Et à ce moment-là, si la dissolution ne permet pas de trouver une majorité, c'est lui qui sera en réalité directement vous-même, vous n'auriez pas tellement la cible intérêt. Et il devra démissionner. Vous-même, vous n'auriez pas tellement intérêt à ce qu'il y ait une dissolution. Les projections, les différentes projections le montrent. Si vous n'étiez pas, et on le sent bien, vous n'êtes plus vraiment dans un lien suffisant avec LFI pour faire une alliance électorale, vous n'en sortiriez pas majoritaire. Mais ce soir, le sondage qui est sorti sur
pardon, une chaîne concurrente, c'est de dire en fait que le premier groupe serait à nouveau l'extrême droite, sans majorité absolue, et juste derrière, ce serait la gauche et les écologistes, les insoumis étant loin derrière. Donc, moi, je n'ai pas peur de la dissolution. Je ne suis pas en train de chercher à venir faire le maquignon avec le président de la République. Si d'aventure, le président de la République faisait appel à un homme ou une femme de gauche, mais qui ne soit pas vous, ça pourrait être Bernard Cazeneuve, ça pourrait être Jérôme Guedj, on l'a évoqué, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Est-ce que vous l'accepteriez? Mais moi, je ne suis pas en train de faire un acte de candidature personnel. Ce que je dis, c'est que nous avons posé des choses sur la table et que s'il y a quelqu'un qui était nommé et qui reprenait ce que nous avons nous-mêmes posé sur la table, je ne vais pas me renier. Et donc, si le contre-plan que nous avons présenté était repris par X ou Y, je le voterais, bien sûr. Les questions des Français pour vous, Olivier Faure, avec Lisa Adef qui nous rejoint sur le plateau. Lisa, première question. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir. Première question de Sylvie. Pourquoi ne pas réunir des parlementaires du Parti socialiste aux Républicains pour négocier une politique commune et proposer un Premier ministre de coalition, par exemple quelqu'un comme Bernard Cazeneuve? Du PS à LR. Oui. Franchement, si maintenant on veut expliquer que les socialistes et les LR c'est la même chose, on fait ça et à la fin vous aurez Le Pen. Parce que vous allez créer une telle confusion. Moi, je suis contre le en même temps. On ne peut pas être en même temps de droite et en même temps de gauche. La démocratie, c'est de faire des choix et proposer des choix au pays. Et donc, moi, je suis un homme de gauche et donc je considère que la gauche a vocation à gouverner. Maintenant, ça n'empêche pas de chercher au Parlement à avancer avec y compris des gens qui ne pensent pas comme vous, mais ça ne peut pas être une coalition où on serait tous ensemble et où la seule alternative posée serait celle de l'extrême droite. Deuxième question, Lisa. Autre question qui vous est adressée ce soir, celle de Philippe. Les socialistes sont-ils prêts à casser l'union de la gauche pour être au gouvernement? Je crois que ce soir, vous avez montré vous-même que Jean-Luc Mélenchon avait cassé l'union de la gauche ce soir et qu'il n'avait même pas l'intention de soutenir un gouvernement qui viendrait de la gauche. Mais moi, je souhaite au contraire l'unité de la gauche et des écologistes, faire en sorte que nous puissions gouverner ensemble et puis avancer parce que je crois qu'il y a aujourd'hui un besoin de gauche dans ce pays. Vous êtes surpris, vous êtes déçu par le non-soutien de Jean-Luc Mélenchon? Surpris, non. Et je pense que ceux qui sont déçus, ce sont ces électeurs qui considèrent qu'aujourd'hui, il s'est placé en dehors même de toute volonté de réparer ce pays dans les plus brefs délais. Que dit Jean-Luc Mélenchon? Il dit c'est la présidentielle ou rien. Mais enfin, qu'est-ce qui garantit que la présidentielle serait en fait la victoire de Jean-Luc Mélenchon? Rien. Tous les sondages disent le contraire. Donc, il peut l'espérer. Il a le droit de l'espérer. Il est même légitime à l'espérer. Simplement, il ne peut pas dire parce que en fait, je veux prendre ce risque-là, je le fais prendre à tous les Français. Mais moi, je ne veux pas faire prendre de risques aux Français. Je leur dis, on peut maintenant travailler, on peut maintenant avancer, alors faisons-le maintenant. N'attendons pas une hypothétique victoire dont nous ne savons pas ce qu'elle pourrait être. Que vous alliez à Matignon, c'est fini votre Tuc alliance? Dual-Denis qui nous a rejoint, Tuc Dual-Denis qui est donc le directeur de Valeurs Actuelles. Vraiment juste une seconde, mais que vous alliez à Matignon ou pas, c'est fini votre alliance avec Jean-Luc Mélenchon alors? Mais il y a beaucoup de désaccords avec Jean-Luc Mélenchon et vous les connaissez. Et donc moi j'ai toujours dit, c'était votre allié, donc là maintenant. Mais j'ai toujours dit la même chose. J'ai toujours dit que je ne souhaitais pas. Il y a beaucoup de sujets. Je pense ces derniers jours, la Chine, l'Ukraine, le Proche-Orient. Proche-Orient, nous n'avons pas tout à fait la même approche, même si il y a des points communs aussi. La Chine, vous parlez des propos de Sofia Chikirou. Oui, absolument. Qui a refusé de qualifier la Chine de dictature et qui a mis sur un même plan les libertés telles qu'elles sont en France ou telles qu'elles sont en Chine. Oui, et je ne lui conseille pas d'aller vivre en Chine et de vérifier par elle-même ce qu'est la liberté pour un Chinois aujourd'hui. Donc évidemment qu'il y a, et je me suis battu pour la reconnaissance du génocide des Ouïghours à l'Assemblée, je l'avais fait voter à la fin de la dernière législature, ça n'est pas pour aujourd'hui expliquer que nous sommes face à une grande démocratie. C'est forcément un pays avec lequel il faut discuter parce que la Chine est un grand pays, mais de là à considérer que c'est une démocratie ou que ce n'est pas un régime plus autoritaire que le nôtre, là, il faut arrêter de se moquer du monde. Ce qui est étonnant, Olivier Faure, tout à l'heure, vous avez dit, regardez, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a cassé. Ce qui est très bizarre quand on l'écoute, et depuis des années, c'est que c'est pas vous qui avez pris l'initiative de casser. Mais moi, je veux rassembler tous les électrices et les électeurs de gauche. Mais vous pouvez adhérer à tout ce que la France Insoumise je viens de vous dire le contraire. Simplement, ce que je dis, c'est que moi, je ne veux pas
je veux l'unité des hommes et des femmes de gauche qui, dans ce pays, veulent espérer avec la gauche. Et donc, je ne suis pas là chaque matin à me demander ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Ça m'est indifférent. Ce que je veux, c'est qu'on puisse affirmer par nous-mêmes des positions qui peuvent rassembler le plus large électorat et faire en sorte que la gauche puisse gouverner. Donc, Jean-Luc Mélenchon a besoin de me taper dessus. Moi, ça m'est égal. Je ne m'occupe pas de ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Ce que je veux, c'est qu'on puisse faire avancer le pays et le faire avancer au profit du plus grand nombre. Jérôme Guedj, lui, a rompu. C'était très clair. Non mais il a rompu, je ne sais pas ce qu'il a rompu. En fait, il était celui qui, avant-hier, disait qu'il ne fallait surtout pas s'écarter des insoumis. Aujourd'hui, il a peut-être rompu. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des électrices et des électeurs avec lesquels je ne romprai jamais parce que je veux que toute la gauche se retrouve et que tous les écologistes se retrouvent pour pouvoir permettre à la gauche de gouverner. Une question encore. Dans 2 jours, c'est la fameuse journée du 10 septembre avec les mobilisations partout en France, avec l'idée d'un bloquons tout. Est-ce que ça a encore du sens de se mobiliser mercredi, ou est-ce que vous appelez à ce que les choses se construisent désormais plutôt qu'elles ne se détruisent dans les rues avec une logique de bloquons tout? Quelle est votre attitude vis-à-vis du mouvement mercredi? Est-ce que ça a changé? Je pense qu'il y a une exaspération qui est très puissante dans ce pays et que quoi que vous disiez, quoi que je dise, ça ne changera rien. Et qu'il y a besoin à un moment que ça sorte et que ça s'exprime. Et donc, la seule chose que j'ai à dire par rapport à ce mouvement, c'est que celles et ceux qui participeront doivent faire attention. S'ils souhaitent redonner la main au chef de l'État, qu'il soit violent. Si les poubelles brûlent, si c'est la chienlit, comme aurait dit le général de Gaulle. Vous appelez alors, au respect, à la non-violence, à la dignité, à des rassemblements qui permettent de manifester une colère, mais qui ne permettent pas au chef de l'État de dire « Regardez, ces gens-là sont complètement fous, c'est des dingues, et donc la seule réponse est sécuritaire. » Parce que la réponse, elle est bien sûr parfois sécuritaire, mais elle est d'abord économique, sociale, écologique. Merci Olivier Faure d'avoir été avec nous ce soir dans cette émission spéciale. On a bien compris que vous attendez toujours le coup de téléphone de l'Élysée. On verra je suis impatient. Dans les heures qui viennent. Merci beaucoup.